L'objectif de recrutement de talent, c'est d'aller chercher ce que lui appelle les A players. Les A players, c'est ceux qui ont confiance en eux, qui s'entourent de gens plus forts qu'eux, qui n'hésitent pas à aller chercher des forces complémentaires au leur. Ce que ça fait, ça, que les A embauchent des A, qui embauchent des A, donc c'est facile de comprendre que l'organisation grandit dans le bon sens. Mais si tu t'en vas dans l'autre direction, souvent, c'est que la personne qui recrute peut aussi avoir des petits problèmes de confiance en elle-même, mais si tu t'en... oublions les B, parce que c'est un petit peu plus compliqué. Les B peuvent devenir des A, peuvent devenir des C, mais allons tout de suite au C. Les C, c'est le contraire. C'est les gens qui aiment mieux garder le contrôle sur tout, puis ils aiment mieux pas trop s'entourer de plus fort qu'eux. Ils veulent garder un peu le contrôle, ils ont un petit peu peur de se faire trop challenger. Alors là, c'est l'escalade dans le mauvais sens. Exact. Les C vont embaucher des D, qui vont embaucher des E, qui vont embaucher des F, et ça, là, faut passer du temps sur le recrutement. Bienvenue à Meilleur humain, meilleur monde, rencontre avec des entrepreneurs visionnaires du Québec. Édition très spéciale aujourd'hui. C'est une première mondiale, on pourrait dire, dans notre podcast en tout cas. On a déjà interviewé la personne qu'on s'en vient interviewer aujourd'hui, Mario Girard du Port de Québec. Et la dernière fois qu'on t'a rencontré, Mario, tu nous as fait... Premièrement, une invitation chaleureuse. Elle a dit, écoute, vous voulez visiter le port? Je suis toujours disponible. La porte est toujours ouverte. Venez faire un tour dans les installations. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Quand on se fait inviter, nous autres, on dit oui. Puis la deuxième chose, c'est que la dernière question qu'on avait posée à Mario dans le podcast, c'était quel conseil donnes-tu à de jeunes entrepreneurs ou à des entrepreneurs? Puis il avait dit, moi, je donne pas tant ça des conseils. Quand je vais à l'école d'entrepreneurship de la Beauce, je préfère raconter mes 10 erreurs. Puis là, boum, coupé, terminé. Ça nous avait laissé pas mal sur notre appétit. Fait qu'aujourd'hui, on va avoir la chance d'entendre probablement pas les 10, parce que c'est quelque chose que tu livres typiquement sur comme 24 heures à l'école d'entrepreneurship de la Beauce. Mais vraiment, si vous écoutez ça, ça devrait accélérer de manière exponentielle votre business, parce que d'éviter des erreurs, c'est clairement aidant. Petit moment de commercial, je vous invite, si vous aimez la rencontre d'aujourd'hui, à laisser un petit pouce en l'air sur la vidéo. Et pourquoi pas en profiter pour vous abonner à notre chaîne YouTube du même nom, Meilleur humain, meilleur monde. On y dépose à chaque semaine des entrevues toutes plus inspirantes et inspirantes avec des gens vraiment exceptionnels du milieu des affaires québécois. Comme d'habitude, je suis accompagné de mon associé Normand Chadwick. Mon nom est Tristan Laliberté, tous deux du cabinet de services financiers. Diversico Finances Humaines. Mario, ton agenda, encore une fois, était certainement bien plein aujourd'hui. Tu avais d'autres choses à faire que de nous rencontrer. Alors, vraiment, merci chaudement de partager ça avec nous, mais surtout de partager avec tout le monde qui aura la chance de voir ce podcast-là aujourd'hui, puis qui, je suis certain, vont écouter avec attention les différentes erreurs que tu as faites. Commence par ta pire. Écoute, merci d'abord. Écoute, vous mettez la barre haute. La première mondiale, là, je me sens un peu intimidé j'espère d'être capable de livrer quelque chose qui a de l'allure, mais bon, c'est pas facile, comme vous dites, parce que normalement, je livre ça dans un contexte de partage, d'échange, 24 heures. Alors, c'est une première mondiale pour moi aussi. Première fois de livrer ce témoignage-là dans un format un peu différent. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux. Ben, on m'a dit qu'au Port de Québec, vous êtes bon avec les premières mondiales, non? Oui. On nous a aussi dit que tu mettais la barre haute pour toute la vision du Port de Québec. On n'a pas le choix de la mettre haute pour le podcast. C'est vrai que la vision du Port de Québec est assez haute. C'est vrai qu'on est assez bon dans des choses au niveau des reconnaissances au niveau mondial. On vient de gagner les Mercuriades dans tout notre engagement avec la collectivité. On aime ça être dans les premiers. Donc, on devrait être capable de s'adapter ce matin. En parlant des 10 erreurs, en fait, Tristan et Normand, moi, vous savez que 10, ça a déjà été un choix difficile à faire. Une sélection déjà difficile à faire. Quand j'ai fait l'école de Beauce, je disais, ça a été très difficile. J'ai fait une joke en disant, ça a été très difficile pour moi de trouver 10 erreurs. Les gens ont fait une pause. Je dis, parce qu'il y en avait tellement plus que 10, que de ramener ça à juste 10, ça a été un challenge pour moi. Alors aujourd'hui, d'en parler juste de 4-5, parce qu'on n'a pas vraiment tout le temps, c'est quelque chose. Alors, je vais essayer d'en choisir quelques-unes qui sont quand même plus marquantes. Oui. Puis l'angle que je vais prendre, c'est beaucoup peut-être l'angle de perte de temps. Des erreurs qui coûtent cher en temps. Parce que la vie d'un entrepreneur, ça va vite. Et la vie d'un entrepreneur, c'est court. La vie utile d'un projet. Une année, c'est important. Puis on oublie ça des fois. Tu sais, on commence à 25, puis tu sais, une entreprise, là, une année, ça compte. Puis on réalise pas qu'à faire des erreurs à des fois, c'est pas des semaines qu'on perd, mais c'est des années qu'on perd quand on additionne tout ça. En fait, j'avais déjà calculé à l'école de Beauce que j'avais perdu peut-être 25 moi, de mes années, mettons, d'un projet qui a duré 12 ans. Je donnais à peu près 3 ans
sur le coût des erreurs que j'avais faites. Donc, imaginez-vous, c'est 25 du temps qui était utilisé à des choses qui sont plutôt négatives. Écoute, ça coûte cher en productivité aussi, hein, puis en énergie, puis... Ouais, exactement. Alors, une des erreurs que j'ai faites, je l'ai faite 2 fois plutôt qu'une, puis moi, je mentor beaucoup de jeunes entrepreneurs, puis ça revient régulièrement. J'appelle ça, penser à la place de son marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on a l'impression, en développant chez nous quelque chose qu'on pense une bien bonne idée, que ça va véritablement là, rock the boat, comme on dit, là, puis vraiment, on va avoir quelque chose qui va être vraiment un grand succès. Et quand tu arrives après ça dans la vraie vie, tu réalises que tu n'avais pas pensé à cet angle-là ou cette partie prenante-là. Puis je peux vous donner un exemple. Mettons, rappelez-vous une de mes anciennes entreprises, dans le temps de Sarbanes-Oxley, les espèces de scandales financiers, là. Nous, on avait pensé, avec une des technologies qu'on avait, de développer quelque chose qui était capable de lire tous les échanges entre les courtiers puis leurs clients. Ouais. Pour être capable d'aller sortir un peu toutes les choses qui auraient pu, dans le cadre réglementaire, aider un peu les sociétés à dire hey, chez nous, vous allez voir, on est vraiment tête là-dessus. On avait oublié quelque chose. C'est pas nécessairement quelque chose. Ceux avec qui on avait développé ça, c'était celui qui était davantage du côté patronal. Mais quand tu arrives dans la vraie vie, après ça, les courtiers, autres, là, ils voulaient pas nécessairement collaborer dans un contexte comme ça. Ça devenait compliqué pour eux autres. Ils disaient hey, es-tu en train de me dire, toi, là, que tout ce que je vais dire, ça va être monitoré? C'est assez évident quand on y pense par la suite, là. Mais c'est une petite erreur banale qui fait que quand tu rentres un peu dans la vraie vie, des choses comme ça, tu peux pas passer. Le MIT, où j'ai fait un cours moi, pendant 12 mois, en fait, un cours qui a duré, qui s'est échelonné sur 12 mois, appelle ça le marketing entrepreneurial. Les autres, ce qu'ils disent, c'est que rien ne devrait être développé si ce n'est pas développé dans un environnement réel et concret, où là, tu peux voir tous les angles morts. Pour arriver à développer quelque chose qui ne va pas devoir être ajusté et ajusté et réajusté, ce qui a été le cas dans ce qu'on a fait dans ce contexte-là. Et je vous dirais là-dessus que ça, c'est un héritage de mon passé entrepreneurial. Maintenant, je suis plus un intrapreneur au port, que même si je me sers beaucoup de mes caractéristiques entrepreneuriales. Oui. Je trouve ça tellement important, ça, qu'on a lancé l'année passée un projet ici qu'on appelle le phare ou le lighthouse. Et carrément, un phare, là, c'est extraordinaire. Un phare, c'est comme une ville. Vous l'avez visité ce matin. Là. Oui. Il n'y a pas juste des grues portiques. Là. Il y a de l'environnement, il y a de la biodiversité, il y a la qualité de l'air, il y a le bruit. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé cette année avec un peu tout l'écosystème du Québec en innovation, le phare, pour dire aux entrepreneurs, venez nous rencontrer, venez développer vos solutions chez nous. Puis si vous développez quelque chose qui véritablement répond à un véritable problème et un besoin, on va vous aider par la suite à vous connecter avec le reste de la communauté portuaire internationale. Puis Dieu seul sait que ce qui est bon ici est bon pour les 2000 quelque part, les villes portuaires qui sont dans le monde. Ça, c'est vraiment, on connaît un immense succès avec ça, beaucoup plus grand qu'on aurait imaginé. Parce que, tu sais, moi, je dis souvent que ça prend six grands éléments pour qu'un start-up réussisse. Hein? Ça prend la bonne idée, évidemment, qui répond à un véritable besoin, on vient d'en parler. Exact. Ça prend aussi le bon modèle d'affaires. Ça, c'est une bonne idée, qu'il n'y a pas le bon modèle d'affaires, ça ne tiendra pas en route. Ça prend évidemment le bon management, hein, solide management. Ça prend le financement. Jusque-là, ça, c'est assez typique. Mais 5 et 6, là où on a besoin, puis c'est là qu'on contribue au Port de Québec, 5, c'est le laboratoire concret pour développer ta technologie. Alors, voilà pourquoi on a fait le phare. Et 6, c'est l'accès le plus rapide possible au marché mondial. Alors, 5 et 6, nous, c'est comme ça qu'on vient contribuer à notre communauté, plus large que notre communauté, parce qu'on s'est associé avec le Chantec à Montréal, 2 degrés à Québec, MT Lab, qui sont aussi à Montréal, pour dire, et là, on n'a pas réinventé la roue. On invite les entrepreneurs ici, par leur milieu, par tout l'écosystème d'innovation, comme je disais, à venir développer chez nous des solutions comme ça. Et ça connaît un immense succès. On est vraiment fiers de ça. Alors, voilà une des premières erreurs que j'essaie de compenser un peu en ouvrant notre territoire un peu aux entrepreneurs. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs hein, qui, comme tu dis, ont des bonnes idées. Ça devient émotif. Là, c'est ton idée, c'est ton bébé, tu veux le porter. Mais comme tu dis, tu arrives à un moment donné dans ton marché, tu n'as peut-être pas fait d'études de marché, tu as parlé d'une couple de personnes autour de toi, tu n'as pas été plus loin que ça, puis tu arrives à te casser la gueule, malheureusement, parce que s'il n'y a pas une application concrète ou le besoin, il n'a pas été identifié de façon où on peut matérialiser l'idée puis la distribuer, la mettre en commerce. Donc, écoute, c'est un point génial que tu viens de mentionner là. Qu'est-ce que les gens devraient faire pour éviter cette erreur-là? Comment ils devraient se positionner ou mieux s'entourer, sortir de leur coquille? En fait, je vais être un peu direct. Là. Si tu n'es pas capable de développer quelque chose comme ça dans un véritable environnement concret, réel,
j'ai envie de dire, déjà, il y a un signal jaune, là. Effectivement. Je suis même pas certain que tu le ferais. Il y a tellement d'exemples que je pourrais vous donner. Moi, je vous dis encore une fois, je mentor des jeunes entreprises. Combien de fois des jeunes viennent me voir avec une idée qui est presque complètement finalisée, puis qu'il leur manque pas, ils pensent pas que l'idée n'est pas bonne, il leur manque un peu de financement. Il dit, bon, la dernière fois que ça m'est arrivé, il dit, on manque juste 400 000 $, puis voilà, on va être capable de rentrer dans les entrepôts, puis on va être capable d'éliminer les maux de dos des travailleurs là-bas avec un système de... J'ai le mot en anglais, le lift, là. Ouais. Avec des outils qui vont permettre de soulever les boîtes pesantes, etc. L'idée, a priori, me plaisait aussi. Mon Dieu, c'est bon, cette affaire-là. Mais quand après ça, il disait, êtes-vous allé vraiment dans les entrepôts? Êtes-vous vraiment allé à parler à plus qu'un entrepôt? Finalement, pour se rendre compte que ça marchait pas. Ça marchait pas avec le congelé. Ça marchait pas avec leurs grandes idées de robotisation complète. D'ailleurs, aujourd'hui, ces entrepôts-là sont de plus en plus robotisés. Fait que, c'est des petits détails, là, mais il faut véritablement que tu sois capable d'aller voir. Puis là, j'insiste, les angles morts. C'est pas parler avec une seule ressource qui est dans le milieu qui t'assure que tu as couvert tous les angles morts pour développer une bonne solution. Alors ça, là-dessus, moi, je dirais, si quelqu'un n'est pas connecté avec un véritable milieu concret, aujourd'hui, moi, je dis, ben regarde, quand tu seras connecté, viens me revoir, parce que c'est le premier conseil que je te donnerai. Super, fait qu'on va essayer d'éviter ce piège-là. Je pense que c'est une bonne idée. Donc, connaître notre marché avant d'aller trop loin à développer un paquet d'idées qu'on n'a même pas été sondé vraiment l'application ou l'intérêt de nos acheteurs potentiels. Erreur numéro 2? Je dirais sur le recrutement. En fait, recruter, là, c'est probablement l'élément le plus important, certainement, surtout dans les startups. Tu peux pas te tromper dans le recrutement. Puis moi, souvent, je me suis laissé un peu... les premières impressions, tu penses que c'est le bon casting, c'est la bonne personne, puis tu n'as pas suffisamment fait de recherche. Puis je vais vous donner un exemple concret là-dessus tantôt, mais parce que ça va vite, là. Il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Top Grading. Là, l'auteur, mais c'est vraiment le titre du livre, là, Top Grading. Et lui, dans le fond, ce qu'il explique, c'est qu'un peu, ça peut aller rapidement dans une organisation. Ce qu'il faut, l'objectif de recrutement de talent, c'est d'aller chercher ce que lui appelle les A, là, les A players. Les A players, c'est ceux qui ont confiance en eux, qui s'entourent de gens plus forts qu'eux, qui n'hésitent pas à aller chercher des forces complémentaires au leur. Ce que ça fait, ça, que les A embauchent des A, qui embauchent des A, donc facile de comprendre que l'organisation grandit dans le bon sens. Mais si tu t'en vas dans l'autre direction, souvent, c'est que la personne qui recrute peut aussi avoir des petits problèmes de confiance en elle-même, mais si tu t'en... Là, oublions les B, parce que c'est un petit peu plus compliqué. Les B peuvent devenir des A, peuvent devenir des C, mais allons tout de suite au C. Les C, c'est le contraire. C'est les gens qui aiment mieux garder le contrôle sur tout, puis ils aiment mieux pas trop s'entourer de plus fort qu'eux. Ils veulent garder un peu le contrôle, ils ont un petit peu peur de se faire trop challenger. Alors là, c'est l'escalade dans le mauvais sens. Exact. Les C vont embaucher des D, qui vont embaucher des E, qui vont embaucher des F, et ça, là, faut passer du temps sur le recrutement. Moi, je ne l'ai pas suffisamment fait dans certains cas. Je me suis laissé emporter un peu par les premières impressions. Là, évidemment, on parle, dans mon cas, d'éléments du comité de direction. Tu ne peux pas embaucher un élément de comité de direction avant 4 ou 5 rencontres. Puis le petit exemple concret que je veux vous donner, c'est qu'à un moment donné, j'étais sur le point d'embaucher. Dernière étape, on s'en va dans un restaurant pour luncher avec le candidat, qui est d'une condescendance épouvantable avec la serveuse, qui n'était pas très bonne, il faut le dire, là, mais d'une condescendance qui, pour moi, pour mes valeurs, inacceptable. Ça a été la fin de l'histoire, mais c'est un hasard que je me sois ramassé au restaurant avec cette personne-là. Donc, voir une personne dans un contexte multiple, pas juste dans ton bureau pour avoir une jasette, aller luncher avec, à la limite, tu peux l'inviter dans une soirée philanthropique, etc. Regarde un peu la personne qui va jouer un rôle important dans ton organisation dans différents contextes. Et ça, je vous le dis pour des membres du comité de direction, c'est encore 10 fois pire quand tu parles d'un associé. Tu peux pas t'associer avec quelqu'un. Souvent, on voit ça, des jeunes qui disent « Ouais, mais lui, il est complémentaire. Je pense qu'il veut s'associer. » Il veut s'associer. Tu es en train de me dire que tu veux partager ton équité avec quelqu'un que tu connais à peine? Oui, mais ce qu'on me dit de lui, non. Minimum 10 rencontres avec un associé. Minimum 10 rencontres. Ça, c'est vraiment important. Alors moi, souvent, ça, c'est une erreur que j'ai faite. Je ne peux pas nommer de nom, là. On est encore là. Pas dans ma vie actuelle, mais dans des anciennes vies, je fais attention. Mais il faut vraiment, vraiment, vraiment mettre beaucoup de temps là-dessus parce que des mauvais recrutements, on revient à mon élément de temps, ça coûte cher, hein, tabarnouche. Est-ce qu'il y a un élément déclenché? Ce que tu as dit tantôt, évidemment, là, un C, par exemple, pour reprendre ton terme, c'est pas écrit dans mon front là, que je suis un C. Tu as beau m'avoir scanné dans 2, 3, 4 entrevues, je t'ai certainement charmé avec quelques belles forces.
j'ai l'air complémentaire. Quand est-ce éventuellement que tu réussis à te rendre compte que, c'est quoi les signes avant-coureurs là, qu'on est en train de prendre une gaffe dans cette erreur-là? Là? Ben, évidemment, là, moi, après plusieurs années, là, je commence à être un peu moins jeune, là, il y a des tests quand même psychométriques que moi je fais faire que je préfère. Là. Il y en a vraiment que je trouve bons. Là. Puis honnêtement, là, je vais vous dire, puis il y a aussi des psychologues industriels avec qui je travaille, moi, qui sont vraiment extraordinaires pour déceler ce genre de choses-là. Okay? Il y en a qui sont pas bons, il y en a qui sont moyens, mais il y en a qui sont vraiment bons. Okay? Puis les 2 fois, par exemple, où j'ai pas écouté ce personnage-là à qui je pense, parce que j'étais vraiment emballé dans mon recrutement, puis quelqu'un qui est une personne que j'aime beaucoup m'avait dit « Ne t'inquiète pas, c'est vraiment une personne de confiance. » Bon, les tests disaient pas tout à fait ça, mais j'étais comme mobilisé par une autre source. Ouais. Les 2 fois où je l'ai pas réécouté, je l'ai regretté. Puis ça coûte cher, là. Quand tu fais un mauvais recrutement, c'est 10 fois les coûts. Là. Pensez à l'impact sur l'organisation, ta crédibilité. Tu sais, Mario, tu nous parles de tes valeurs, mais là, on dirait que ça marche pas avec ce que tu viens de nous rentrer dans l'organisation. Tu sais, il faut que les bottines suivent les babines dans ce genre d'affaires-là. Alors, les impacts sont beaucoup plus importants que juste les coûts directs de mauvais recrutement. Donc ça, il faut faire attention. La deuxième affaire, je reviens à ce que je vous dis, Tristan. Multiples rencontres dans différents contextes. Ça se peut pas comme année, tu ne décèles pas quelque chose. Aujourd'hui, a posteriori, dans mes 2 mauvais recrutements auxquels je pense actuellement, j'avais eu certains signaux. Je voulais juste pas les écouter, les tabarnouches de signaux, puis... C'est clair. Ouais. Avec du recul, tu es capable de voir exactement à ce moment-là, le signal a été allumé. Puis moi, j'ai pas allumé. On dirait que je voulais pas... J'ai fermé les yeux. J'ai fermé les yeux. Un petit peu dans le déni. Il y a un peu de déni dans ça. Ouais. Puis je me rappelle d'une dernière fois, ma vice-présidente ressources humaines m'avait dit « Mario, pas certain. Non, je te le dis, là, celui qui me le réfère, là, c'est vraiment quelqu'un à qui j'ai bien confiance. » Là. Je pense qu'en même temps, je voulais probablement... Écoutez, c'est grave ce que je vais dire. Je voulais probablement pas non plus déplaire à celui qui me l'avait référé. Ouais. On dirait que je donnais une pondération trop grande à ça. Écoute, c'est pas lui qui est dans ma shop après, là. Ouais. C'est moi qui vis avec ça, là. Fait que ça, là... Mais là, justement, il est engagé. Parce que ça, souvent, ça peut être une autre erreur. Là. La personne est engagée, on la laisse dans l'organisation. On prend pas notre courage à 2 mains de reconnaître peut-être notre erreur, justement, parce qu'on veut lui donner une 2e chance, une 3e chance, une 4e chance, puis finalement, ça s'embourbe, là. Normand, pour moi, t'as regardé sur mes notes, puisque ça aurait été mon choix de 3e erreur. J'appelle ça étirer une relation quand il n'y a pas de fit, quand ça ne marche pas. Ouais. Et ça, c'est dur de se débarrasser de quelqu'un, parce que c'est pas toujours des gens qui sont faciles à remercier ou à congédier ou à se départir, parce que souvent, c'est des bonnes personnes, gentilles personnes, avec des belles valeurs quand même. Le fit est juste pas bon. Puis là, il faut pas lésiner là-dessus. Puis là, je vous parlerai de ma dernière erreur qui est encore plus importante sur un autre élément. Mais quand ça marche pas, là, c'est ta job. C'est ta responsabilité comme premier dirigeant de ne pas tolérer ça longtemps. Puis c'est encore... En fait, j'ai envie de faire un peu du pouce sur le fait que quand c'est un associé, souvent ça arrive, ça. Moi, j'ai vécu des situations où tu es ensemble depuis plusieurs années. Mais compte tenu de la croissance, compte tenu de l'expérience, compte tenu de ce qui change dans nos vies, parce qu'on change comme entrepreneur. On n'est pas pareil. Moi, je suis pas pareil aujourd'hui que j'étais à 25 ans. Je vois les choses différemment, et heureusement. Tout à fait. Ce qui fait que c'est comme un rail de chemin de fer, aussi. À un moment donné, on est très parallèles ensemble. C'est comme un couple aussi, en fait, je pourrais dire. Hein. Mais mettons, on va rester dans le milieu du travail. Là, je ne deviendrai pas un conseiller matrimonial. Je ne suis pas très bon dans ça. Mais c'est comme un chemin de fer. 2 rails. Juste 1 degré d'écart, au début, ça paraît pas. Mais 5 ans plus tard, là, le fameux 1 degré qui est en continu fait que les deux, ça marche plus. Le train ne peut plus rouler là-dessus. Ouais. Mon exemple est peut-être un peu... Vous comprenez l'exemple? 500 km plus loin, l'écart commence à être large. Et ça gruge. Ça gruge des énergies. Quand tu n'es pas content, quand tu n'aimes pas la relation, quand tu n'aimes pas mais il faut que tu le fasses. Puis tu peux faire ça de façon respectueuse. Moi, aujourd'hui, je vous dirais que je mets autant de temps à congédier, remercier ou me départir d'une ressource quand le fit n'est pas là, que je le mets quasiment pour l'embaucher. Puis ça se fait de façon respectueuse. Tu peux expliquer les choses de façon respectueuse. C'est plus facile de rentrer dans le bureau avec la VP ressources humaines ou le VP ressources humaines puis dire « Hey, je t'informe qu'on met fin à ton contrat. » sortir du bureau. Ça, c'est la façon la plus facile. Ce qui est plus difficile, puis qui, à mon avis, est beaucoup plus valorisant, puis beaucoup plus apprécié, puis qui... Tu peux retrouver ces gens-là dans d'autres univers après ça. Moi, ça m'est arrivé de revoir des gens que j'ai remerciés, qui m'ont remercié.
Parce qu'il disait, Mario, tu m'as tellement bien expliqué les raisons pour lesquelles tu ne me voyais pas dans ce poste-là que ça m'a fait cheminer. Puis j'ai trouvé autre chose aujourd'hui qui me convient beaucoup mieux. Alors, merci. Imaginez-vous. Se faire dire merci de m'avoir remercié, ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive quand même. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps de le faire. Puis là, si on revient aux erreurs, une grave erreur qui gruge beaucoup de temps, c'en est une où tu ne prends pas cette décision-là. Il faut que tu apprennes. Oui, puis c'est une erreur, comme tu le mentionnes, d'étirer, tu l'as nommé comme ça, là, étirer une relation non fonctionnelle, si on veut. C'est pas bon pour l'autre personne, pas plus que c'est bon pour l'organisation, pour les collègues. Effectivement, tu rends service à tout le monde en le faisant de la bonne manière, bien sûr. J'ai déjà vu des organisations où des collègues qui étaient à leur place ont quitté parce qu'il y avait une personne dans l'équipe qui malheureusement, on n'était pas capable de s'en départir, là. Donc, tu peux aussi perdre des bons éléments. Tu parlais de TA et TB tantôt. Tu peux arriver à en perdre parce que, justement, tu as des C qui s'installent dans leurs pantoufles. En fait, moi, je vous dirais quelque chose là-dessus. Tu me fais penser, Normand, c'est que quand tu réussis à établir la crédibilité, la confiance, que les valeurs que tu souhaites véhiculer puis implanter dans une organisation, quand ça devient vraiment solide dans une organisation, tu as raison, la personne qui ne fit pas peut s'auto-éjecter elle-même. Parce que c'est tellement fort autour de toi, dans ton équipe, les gens y croient tellement, puis ils savent que si ils disent « Hey, ça ne fit pas dans notre organisation », tu vas être là pour défendre ce qu'ils pensent. Et c'est là qu'on vient à étirer des relations quand ça ne fit pas. Si au contraire, tu ne le fais pas, tu viens tout décrédibiliser ton système de valeurs et de culture d'entreprise que tu veux implanter. C'est souvent des choses un petit peu pernicieuses. Hein? Tu ne les vois pas comme ça a priori, mais c'est important, ça, là, d'avoir un alignement total sur tes valeurs, la culture que tu veux développer. Alors, quand il y a une pomme qui ne fit pas dans le sac de pommes, là, puis si tu la tolères, puis tu fais perdurer la situation, c'est beaucoup plus grand que juste l'impact de la mauvaise situation puis gruger le temps. Tout ton système de culture organisationnelle est fragilisé d'une certaine façon. Est-ce que tu penses que dans le contexte où on a une pénurie de main-d'œuvre, les talents sont difficiles à aller chercher, qu'il y en a qui peuvent faire des compromis à ce moment-là, puis malheureusement, on le regrette après? C'est pas une raison. Tu peux pas réussir anyway comme ça. Donc, moi, je pense que la pénurie de main-d'œuvre, c'est quoi? Ça devient trop souvent facile, cela. C'est une facile de nous justifier et d'éviter d'aller affronter ce dont on vient de discuter. Là. Oui. C'est une excuse trop facile. Oui. Alors, la pénurie de main-d'œuvre ne peut pas faire en sorte que tu tolères un C dans une organisation ou quelqu'un qui ne fit pas dans la culture ou quelqu'un avec qui tu t'entends pas carrément parce que tu n'as pas les mêmes valeurs. Je reviens à mon histoire de chemin de fer, les deux rails. Là. Ça marche pas. Là. Tu sais que tu t'en vas dans le mur. Oui. Alors, non. La pénurie de main-d'œuvre, c'est pas une raison pour moi pour tolérer ce genre de situation. Écoute, on est toujours en compagnie de Mario Girard. On apprend tous des secrets de comment accélérer par éviter des erreurs, hein, regagner 25% de perte de temps causée par les erreurs selon le livre que Mario n'a pas encore écrit. On a 20 minutes de fête dans l'entrevue. On a déjà 2 belles erreurs de couverte. Même 3. Même on a 3 erreurs. Oui, normal, on va vraiment bien. On va vraiment bien. C'est laquelle ta préférée suivante? Ma préférée suivante, je dirais, ce serait probablement là, je vais vous parler un peu d'un outil que j'ai développé, que j'appelle un peu en fait, j'appelle ça j'ai des termes anglophones, excusez, le mismatch entre le casting professionnel, familial, personnel. Quand tu es en déséquilibre. Là. Et ça, là, vous le savez, hein, vous avez rencontré plusieurs entrepreneurs. Là, garder son équilibre dans ce milieu-là, c'est pas facile. Une clé, à mon avis, la première clé, c'est d'avoir le support de son conjoint ou de sa conjointe. D'accord avec toi. Si ton conjoint ou ta conjointe n'est pas embarqué dans ton histoire, ça peut pas durer longtemps. Alors, moi, puis tu peux pas... Les gens les super-héros là-dedans, là, ça marche pas. C'est pas pérenne très longtemps. Mario, je vais même t'interrompre tout de suite parce qu'on parlait tantôt de recrutement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans tes nombreuses rencontres de recrutement que tu te dis, écoute, moi, j'ai besoin de rencontrer ton conjoint ou ta conjointe avec toi, là? As-tu déjà été jusque-là? Normand, c'est drôle que tu me poses la question parce que je ne l'ai pas demandé, mais je l'ai organisé. OK. T'invites. Quand je vous disais tantôt, on fait... Tu sais, moi, chez moi, si je voulais, je serais 5 soirs par semaine dans un bal, une activité philanthropique. Cette semaine, par exemple, j'en ai eu 3. Tu sais, là, ce soir, t'as des occasions. Je suis assez content. Ce soir, j'en ai pas, tu sais. Mais donc, t'as plein d'occasions d'inviter des gens dans un contexte comme ça avec un conjoint. Écoute, Normand, c'est un bon truc, ça, là. Ouais. Quand je te dis le voir dans différents contextes,
voir quelqu'un avec son conjoint, tu peux pas mal lire de choses normalement. Clairement. Là, je suis en train quasiment de me vendre. Là, la prochaine fois que je vais inviter quelqu'un avec un conjoint, il va dire, coudonc, fais attention, il est en train de C'est un test. Il est en train de te scanner. Mais c'est une bonne raison. Alors moi, ce que j'ai développé, ça c'est un outil qui, quand je l'explique un peu à mes entrepreneurs, ça c'est quelque chose que les gens aiment beaucoup. Là, j'ai appelé ça mon fameux 3x3. Alors moi, j'ai une grille chez moi qui est affichée dans mon bureau, à la maison, 3x3. Professionnel, familial, personnel. Je divise mon temps. Combien de temps je passe pendant une semaine? Exemple, dans mon cas, à moi, c'est 60 de mon temps est consacré professionnellement. Évidemment, puis je calcule même les heures. Ça donne à peu près combien d'heures. Je ne suis pas un fou sur la gestion des heures, mais quand même. Ça donne une idée quand même. Parce que, exemple, c'est ce qui m'a fait lâcher le golf. 60 professionnel, 25 familial, 15 personnel. 15 personnel, quand je ramène tout ça sur mon nombre d'heures, ça rentre pas. Là. Mes autres priorités personnelles faisaient que je n'étais pas capable de jouer au golf. C'est drôle, hein, mais j'adore le golf, je suis pas très bon, mais ça rentrait pas. Alors, priorité 1, priorité 2, priorité 1, 2, 3 pour chacun des segments. Professionnel, c'est quoi ma priorité 1, 2, 3 au niveau professionnel? Familial, même chose, puis personnel, même chose. Puis ça, je partage ça avec la famille. Moi. Maintenant, mes filles commencent à être un petit peu plus vieilles. Ce qui fait que c'est comme ça, c'est vraiment attente-entente. Tu sais, je reviens à mon histoire du début, attente-entente. Là, au moins, on a une discussion, on se comprend. Puis après ça, il n'y a plus de... toutes les petites affaires qui sont encore une fois un peu pernicieuses par en arrière, puis ce qui devient latent, puis qui devient des conflits après ça qui sont très difficiles à gérer. Si tu peux les éviter en amont, c'est vraiment extraordinaire. Puis moi, ça m'aide énormément, ça. Je l'ai tout le temps dans mon bureau, à la maison, il est affiché là, ma famille rentre dans... Il est là, c'est la première chose que je vois. Puis évidemment, je mets ça à jour régulièrement, mes priorités professionnelles, familiales, les enfants vieillissent, et puis pareil. Certaines époques, évidemment, je voulais passer 3 soupers par semaine du côté familial avec mes enfants. Aujourd'hui, ils sont pas là. C'est eux qui sont pas là, exactement. Au moins là. C'est ma grande, en tout cas, 18 ans. C'est dans leur 3x3 à eux que toi, tu as disparu. Là, elle dit, papa, tu veux te changer ton 3x3? Ça me tente pas de super toi 3 fois dans la semaine. Tu sais, bon, j'exagère un peu, mais... Alors, ça, c'est vraiment un outil qui est important, fondamental. Moi, ça, c'est un beau conseil que je dis, faites-le, ça. Faites-le parce qu'en plus, probablement, ça va même... Toi-même, ça te permet de te poser des questions. Écoute, c'est quoi mes priorités avec la famille, moi? Tu sais, c'est-tu d'aller passer un week-end par trimestre avec ma conjointe puis essayer de trouver du temps un petit peu... Parce que c'est important, ça, les entrepreneurs, on en manque de ce temps-là. On a toujours une bonne raison de dire... et là, j'en ai un exemple concret à vous donner. Hier, pas plus tard qu'hier, le 13 juin, c'est la fête de ma fille. Elle aura 13 ans. Excusez. Là, je savais que si je passais par ma conjointe, il y a des chances qu'elle me dise « Mario, voyons. » Et là, j'ai un ami qui vient de France, il y a juste une soirée disponible, puis c'est un ami que je veux rencontrer, professionnel, 13 juin à Montréal. Fait que là, je suis en train de donner des dates. Il y en a qui vont savoir ce que je vais être le 13 juin. Fait que là, si je passe par ma conjointe, il y a des chances qu'elle me dise « Voyons, Mario, c'est la fête de ta fille, tu peux pas être là le 13 juin. » Là, j'ai fait quelque chose. Très respectueux. Ma conjointe, ma fille sont à la table le matin. Ma fille s'appelle Julie Rose. J'ai dit « Julie Rose, il faut que je te parle. J'ai quelque chose qui est très difficile pour moi de te demander, mais je veux te demander la permission. Si tu veux pas, je le ferai pas. » J'y raconte l'histoire, le 13 juin, quelqu'un qui vient de la France, etc., puis j'aurais voulu le rencontrer, mais c'est le jour de ta fête. Tu sais, dans mon 3x3, que c'est important que je sois là à nos anniversaires. Je voulais avoir une discussion avec toi. Beau sourire de ma fille qui dit, bon, qui fait comme un peu taquiner la maman en disant, maman, je te le jure, c'est correct, il peut y aller, ça me fait plaisir, on peut fêter le 14, ça me dérange pas, c'est vendredi en plus, ça va être parfait. Alors, tu sais, mais quand même, je pense que dans cette discussion-là avec ma fille, j'ai ramené mon 3x3, puis j'ai aussi amené l'élément de respect qu'il y avait dans ça. Clairement. Tu sais, et non pas dire « Papa peut pas être là parce qu'il y a une rencontre à Montréal. » J'ai toujours des rencontres, les jours de fête, puis j'ai toujours une raison de pas être là. Alors ça, c'est un exemple pour vous dire à quel point cet outil-là, chez nous, il est important. Et mes filles le savent, ma conjointe le sait. Puis il y a des fois, ma conjointe me dit « Hey Mario, 3x3, là... Se peut-tu qu'on soit un petit peu en breach avec ton 3x3? Là? Il me semble que ça fait un petit bout de temps. Là. T'as raison. Revenez. On n'est pas capable de suivre semaine par semaine les objectifs, là. Mais c'est comme un moyen général d'avoir un dialogue constamment ouvert avec les plus importantes parties prenantes de ta vie. Exactement. Qui sont les membres de ta famille. Exactement. Ça favorise une communication. Ça favorise l'ouverture d'esprit, les compromis.
Ça enlève la colère, l'anxiété qu'il peut y avoir à travers tout ça. Donc, En fait, il y a quand même à des fois des petits moments. Là. Je oui. suis pas en train de vous dire que tout est toujours parfait, mais c'est certainement... Ça favorise. Ça favorise, ça désamorce, ça empêche d'en arriver à un moment où c'est trop rendu toxique. Là. exact. Trop contaminé. Exact. C'est intéressant la discussion que tu racontes avec ta fille, où est-ce que tu as vraiment créé que c'était un événement qui était non négociable sans son accord à elle, finalement. Là, c'est comme, si j'ai pas ton go, écoute, je reverrai mon chum de France une autre fois, puis c'est tout. En fait, c'est quoi? Je vous dirais que ça va plus loin que ça. Ça amène même une forme de complicité dans ça. C'est un running gag à la maison. Là. Papa, tu seras pas là à ma fête, hein? Mais c'est un running gag. C'est fait, c'est réglé. Fait que je pense que très intéressant. Beaucoup d'entrepreneurs, effectivement, font cette erreur-là de bâtir au détriment de leur santé, au détriment de leur famille. On voit beaucoup d'entrepreneurs qui vont se séparer, finir avec faire de l'embonpoint, être plus en forme, puis peut-être qu'avec un peu plus de structure puis de commitment, d'engagement envers le temps personnel, le temps familial, je pense que c'est plus durable à long terme. En fait, Tristan, ce que je n'ai pas dit au début, j'aurais pu le dire, c'est que je suis à mon 2e mariage. Fait que je vous parle de quelque chose de très concret parce que le premier mariage, j'étais à 100% dans la business. On recevait les week-ends à la maison, toujours dans un esprit de... Je recevais des gens pour une raison business, constamment. Je développais ma business constamment. J'étais 7 jours sur 7 en train de développer ma business. J'avais l'impression d'inviter ma conjointe un peu et de la faire participer à ça, mais non, c'est pas vrai. J'imposais toutes ces affaires-là constamment, tu sais. Ça a fini en divorce. Alors, l'erreur dans tout ce que je viens de raconter, c'est de ne pas être en harmonie avec ce contrat-là que tu signes d'abord avec toi-même, puis par la suite avec ceux, comme je disais tout à l'heure, qui sont les plus importants dans ta vie, c'est-à-dire les membres de ta famille. Un simple outil 3 par 3. Pas compliqué, facile. Je vous l'enverrai si vous voulez. Pas compliqué. Évidemment, je vous enverrai le formulaire vierge. Bien, déjà, tu nous as donné des exemples quand même concrets et intéressants. Peut-être dernière petite question là-dessus. Comment as-tu déterminé ton 60-25-15? Pas tout le monde va avoir les mêmes chiffres là-dedans. Comment toi, tu as réussi? Ouais? En fait, j'ai ajusté un peu parce que, tu sais, 60%, moi, j'ai fait le calcul, là, il y a une centaine d'heures par semaine. Tu sais, écoute, on calcule pas. Il faut dormir un peu. Ça ne fait pas partie de la grille. Juste un peu. Mais tu sais, il y a une centaine d'heures par semaine, mettons, sur 7 jours, parce que moi, c'est pas toujours sur 5 jours. 15 heures par jour, mettons, 7 jours semaine. 7 fois 15, ça fait 105, mettons. Donc, tu sais, j'en mets une soixantaine par semaine au niveau du travail professionnel. J'inclus les soirées quand je suis pas à la maison et que c'est pour des raisons professionnelles. 25 heures, 25% du temps, ça fait 25 heures familiales. Ça va vite, les week-ends. Alors moi, je m'oblige au moins 3 week-ends sur 4 à essayer d'avoir du vrai temps avec ma famille, quand temps de qualité. Puis tu sais, temps de qualité, des fois, ça peut être un peu de la bullshit, là. Tu sais, tant de qualité que ton cellulaire toute la fin de semaine. Tu sais, t'es là avec tes enfants, mais t'es pas là. Donc, j'essaye de trouver des activités, puis je suis pas parfait là-dessus. Là. Tu sais, c'est un objectif constamment, de travail en cours constant. Là. Mais, donc, puis là, le 15%, mais c'est là que je reviens à mon golf, là. 15% pour mon entraînement, pour mes petits cours de piano, pour mes petits soignés, mes petits bobos, pour des petites babelles comme ça. C'est pas beaucoup d'heures, ça, là. Ça revient à une quinzaine d'heures par semaine. Alors, tu vois, si je prends 15 heures par semaine, j'en prends 8 heures pour aller jouer au golf. Oui, c'est ça. C'est pas un maniaque de calculer ça à l'heure, encore une fois. Mais quand tu le mets dans une espèce de formulaire comme ça avec les heures, tu réalises que, OK. Puis, il y a des fois, on se compte des histoires. Là. Moi, être capable de faire ça, moi, être capable de faire ça. Mais on le fait jamais. Pourquoi? C'est parce qu'on l'a juste pas carrément réfléchi comme un peu. Ça prend des prises de conscience. Exact, ça prend des prises de conscience. Fait que c'est comme ça que j'ai fait ça. Moi, c'est ça à peu près ma semaine, 60, 70 heures par semaine. Fait que j'aurais pu dire, OK, je vais descendre ça à 45. Bon, des fois, je le descends. L'été s'en vient, je vais récupérer probablement un peu parce que je ralentis un petit peu plus au mois de juin, juillet, juillet surtout, là. Fait que c'est un petit peu ça que je fais. C'est pas une formule qui s'applique hebdomadairement, mais il faut que tu respectes l'esprit sur une année choses. Globale, disons, là, ça garde ton équilibre. Okay. La 5e erreur ou la 5e erreur que tu aimerais nous communiquer? Celle-là est un petit peu plus là, dans le domaine un peu très privé, très personnel, mais je vous dirais, ça, j'ai appris ça c'est dur un peu. Tu sais, tantôt, on parlait de... En fait, je n'ai pas parlé de celle-là, de connaître comme il faut, c'est bien se connaître, ses forces et ses faiblesses. Je ne suis pas sûr qu'on en a parlé de celle-là. Non. Qui est une erreur importante, là, parce que je vais l'associer avec celle-là, m'en faire 2 dans une, tiens. Okay. Connaître ses forces et ses faiblesses, c'est pas facile. Puis, tu sais, moi,
il ne faut pas le demander à sa grand-mère, là. Mais c'est fort, ça. Tu sais, ta mère ou ta grand-mère, t'es bon dans tout. Exact. Avoir des collègues... Là, je reviens à tout l'esprit de la valorisation qu'un entrepreneur, c'est pas toujours facile. Tu sais, on dit « feel lonely at the top ». C'est Oui, vrai, là, feel lonely définitivement. Moi, je trouve que c'est extrêmement important. C'est extraordinaire d'avoir des amis, des collègues qui sont capables de dire véritablement les vraies choses. Les vraies choses, dans ça, t'es moins bon. Puis là, je pourrais vous raconter plein d'exemples, ce qu'on avait déjà fait, nous autres, avec une équipe de management, qu'on a carrément, ensemble, échangé sur ce que l'un et l'autre, on voyait de nos forces et nos points moins forts ensemble comme équipe, pour arriver après ça à compléter une grille de tout ce qu'on avait à faire comme tâche dans l'organisation en disant qui est le meilleur pour, indépendamment de ton titre. En résumé, tout ça, ce que ça avait fait qu'à peu près 80% des tâches qui sont normalement dévolues à quelqu'un qui est, par exemple, un VP Finance, bien, ça y revenait tout le temps. Le meilleur pour faire les états financiers, c'est le CFO. Mais il y avait aussi des éléments dans la description de tâches typiques du CFO, qu'on se ramassait que c'était peut-être lui qui était meilleur pour faire les choses. Fait qu'on avait comme redéfini un peu un ensemble de responsabilités en fonction de... Mais ça, c'est tough. D'être capable d'avoir un échange comme ça avec une équipe de direction, il faut que tu sois proche, il faut que tu sois dans un climat de confiance. Okay, ouais. On revient à l'histoire de il ne faut pas que tu sois dans un univers de, tu sais, je suis le boss et vous êtes des subalternes. Tu peux pas avoir une domination là-dedans. Là. Et là, je reviens à mon autre... Ça, c'est un élément extrêmement important. Véritablement connaître ses forces, puis focusser sur ses forces. Tes points moins forts, essaie pas nécessairement de les développer. Focus sur tes forces, puis va trouver les complémentarités pour ça dans quoi tu es moins fort. T'sais. Moi, en fait, j'espère un jour arriver à avoir tout réussi à trouver complémentaire à mes forces, puis que finalement, je puisse m'en aller. Avoir du monde plus fort que moi dans tout, c'est ça mon objectif. Puis là, je parle un petit peu plus à l'individu. Toute la valorisation d'un entrepreneur, là, j'arrive à ça, c'est une des grosses erreurs souvent qu'on fait, là, c'est de... Je l'ai faite, puis je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec beaucoup de travail, ça prend du travail, ça. Je n'ai plus vraiment besoin des yeux des autres pour me valoriser. Je suis capable d'aller chercher ma valorisation moi-même, en me regardant moi-même, en étant fier de ce que j'ai accompli avec les moyens que j'avais, les outils que j'avais. Tu sais, c'est un coffre à outils qu'on vient avec un bagage familial, une éducation, plein de choses familiales qui expliquent ceci, parce que, tu sais, on n'a pas eu... Tu sais, je pourrais vous raconter un bout de mon histoire, je ne le ferai pas, mais... Quand tu es capable de tout raisonner ça, rationaliser ça, puis que tu es capable d'être fier toi-même, de valoriser toi-même et non pas te valoriser par les yeux des autres. Parce que là, il y a un piège extraordinaire. Si tu cherches constamment à faire des choses pour plaire à d'autres, pour réussir à te valoriser toi-même par cette façon-là, ça, c'est une course sans fin. Exact. Ça, c'est success to failure assuré. Tu ne seras jamais bien, tu ne seras jamais heureux, tu n'atteindras jamais quelque chose. Alors, travailler pour être capable de prendre un peu de recul, puis de dire, écoute, avec ce que j'avais, avec ce que j'ai comme outil, comme moyen, comme peu importe, comme bagage, comme intelligence, comme force, suis-je capable de temps en temps de me dire bravo. Ça vient chercher des gens qui ont fait, par exemple, des faillites. Faillite est mal... Là, on revient à une faillite. Hein? Faillite, c'est pas grave faire une faillite. Là. C'est pas grave. Si tu es capable de dire j'ai tout donné, j'ai tout fait ce que j'avais à faire. Et là, je reviens, si ta valorisation passe par les autres, une faillite, ça peut mal passer. C'est pas facile. Donc, d'être capable de travailler là-dessus pour arriver à être soi-même capable de s'auto-valoriser, ça, c'est vraiment essentiel. C'est un ancre fondamental. Dans la vie de l'entrepreneur. J'ai déjà parlé à plusieurs athlètes de niveau olympique, puis à un moment donné, je pense que c'était une plongeuse, je me souviens pas, mais peu importe. Ils expliquaient qu'elle avait un espoir de médaille, puis c'était une grande compétition. Je sais pas si c'était les Jeux panaméricains ou olympiques, mais elle n'était pas montée sur le podium. Puis elle nous a demandé comment vous pensez que je me suis senti. Là, tu devais être déçu, etc. Non, je pense qu'elle a fini 5 ans, puis elle a dit, écoute, j'ai tout donné, j'ai donné mon maximum. J'étais allé au maximum de mes capacités. J'étais fier de moi. Donc, ça exprime un peu ce que tu viens de dire. Hein. Il y a une vidéo que je vous invite à regarder aussi. J'ai eu ça il n'y a pas longtemps. André Agassi. Vous vous rappelez André Agassi? Oui. Il y a eu une première période de sa carrière où il était un peu incontrôlable un peu. Là. Oui. Ça s'est mal fini. Il est parti dans toutes sortes de directions. Puis il est revenu après. Oui.
Et là, il raconte un peu la différence entre, en fait, je pense qu'il dit le succès ou l'échec n'est pas une affaire de... Tout est dans la façon dont tu la gères avec toi-même. Ça revient un petit peu à ce qu'on vient de discuter. Puis c'est sur YouTube, cette affaire-là. C'est vraiment intéressant comment là, il raconte comment il s'est mis à déraper, puis à gauche, puis à droite. Puis pourquoi sa deuxième séquence où il est redevenu champion, parce qu'il dit que dans sa première séquence où il est devenu champion, il n'était pas heureux. Exact. Il était quand même malheureux. Il courait après quelque chose, il ne savait pas c'était quoi. La journée où il est devenu champion du monde, il dit c'était pas ce que je pensais. Puis la deuxième fois, il est revenu. Là, il savait pourquoi. Il était lui-même avec lui-même dans cette expérience-là, dans toute cette journée-là. Oui. Et là, il dit, là, j'étais vraiment fier. Défaite ou non, j'avais véritablement une relation de moi avec moi-même. Ça, c'est vraiment important. Clairement, clairement. Travailler sur nos forces puis les identifier, c'est quasiment le projet d'une vie. Je pense qu'on n'a jamais fini, puis ces forces-là peuvent un peu évoluer au fil du temps. Pourrais-tu nous partager, selon toi, tes top 1, 2, 3 forces que toi, tu t'es identifié pour toi-même au fil de tous tes projets? Ouais, moi, je pense que là où j'essaye d'être... Je vais le dire, puis là, ma gang, ils vont dire « Ouais, mais pas tous les jours, là, mais moi, je pense que travailler, mobiliser une équipe pour qu'on soit capable d'arriver à un niveau un peu comme ça. Moi, j'ai pas peur de... Je pourrais raconter des histoires. Je suis déjà arrivé dans un milieu anglophone avec un rôle un peu de chairman d'une grande organisation où je commençais en leur disant... aujourd'hui, évidemment, ça se passe en anglais, mais on fait un tour de table, puis je veux vous entendre sur « How do you feel? » Là, je me rappelle encore de voir mes amis anglo-saxons, what? Depuis quand on parle de sentiments ici? Hey, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là, tu sais? Alors ça, c'est un exemple pour dire que ça, c'est le genre de choses, moi, que je suis assez capable d'amener dans une équipe rapidement, parler des vraies choses. Comment ça va aujourd'hui? Écoute, je viens de me chicaner avec mon conjoint, ma conjointe, puis je suis pas de bonne humeur aujourd'hui. Là, c'est pas une bonne journée pour moi. Ça vient changer toute la dynamique. Parce que si tu sais que la personne, son enfant est malade, il y a des problèmes chez lui, tu peux beaucoup plus comprendre un peu des réactions qu'autrement vont générer encore une fois des conflits. Donc moi, ce que j'essaie de dire, c'est que les conflits, j'aime ça en passant. J'aime ça quand on les adresse. Ça, c'est une autre force. Moi. Conflits, là, j'aime ça. Il y en a, c'est une opportunité d'améliorer ton équipe. Ça, moi, j'ai appris ça. J'étais pas de même au début. J'étais monsieur, j'aime mieux pas trop les conflits, tu sais, on fuit ça un peu, c'est tannant un peu, on se sauve. On en connaît tous des comme ça, hein. Puis c'est encore une fois beaucoup plus facile. Alors, pour moi, adresser les conflits puis les amener à ce que ça devienne une façon d'améliorer la relation d'équipe, la relation de deux personnes. Un levier. Un levier. Ça, c'est un autre élément que j'aime beaucoup. Évidemment, je suis une espèce de... Les idées, l'énergie, visionnaire, ça, c'est sûr que, regarde, si mon adjoint n'était pas loin, je l'entendrais probablement rire en disant il n'arrête jamais. Il y a toujours une idée. Il y a toujours quelque chose qui, tu sais, c'est sûr que ça, c'est des choses que j'essaie de garder parce que, tu sais, prendre un peu de recul, puis être bien entouré, ça veut dire que, quelque part, ça veut dire avoir du temps pour réfléchir à qu'est-ce qu'on peut devenir. Exact. On est devenu au Port-de-Québec une référence mondiale, je pense, en relations citoyennes. C'est parce qu'il fallait qu'on ait pris du temps pour y penser maintenant. Tu sais, ça n'arrive pas tout seul, ces affaires-là. Ouais. T'embauches pas quelqu'un qui, par hasard, te demande ça. Fait que ça, moi, j'aime beaucoup ça. Travailler là-dessus, mais je dirais qu'essentiellement, pour moi, c'est... Mon thème à l'école de Beauce, c'est et on l'a mis en anglais, je ne sais pas pourquoi, là, mais c'est dur à traduire, là, « It's all about people ». Et je pense que ma plus grande force, moi, c'est dans cet élément-là, d'amener des gens à travailler ensemble. On a un indice en fait, on mesure chez nous l'indice de bonheur de l'organisation, là. Puis là, je fais attention parce que c'est jamais pérenne, excusez encore, mais j'y apporte beaucoup d'attention. L'indice de satisfaction, de bonheur, comment les gens se sentent, mobilisés. Ça, là, c'est vraiment quelque chose sur lequel, moi, je suis constamment en alerte. Tellement important ce que tu viens de dire parce qu'on a souvent l'impression que les entrepreneurs portent une grande attention, bien sûr, à leur profitabilité, mais pas souvent au bonheur de leur équipe. Donc, d'avoir ça en vigie, comme tu viens de le dire, c'est un élément à succès, ça, là. Ah ouais, puis on a des indicateurs chez nous. Il y a des outils, là, je ne vais pas faire de promotion pour des outils, mais chez nous, maintenant, on est plus moderne un peu avec les outils qu'on a, là, qui mesurent un peu tout ça. Là, l'indice de... En fait, ça ne s'appelle pas l'indice de bonheur. Là, il y a un mot, l'indice de mobilisation, je ne sais pas quoi. Là. Okay. Mais tu sais, c'est intéressant. Moi, je le suis. Je le vois, puis je regarde les commentaires. Quand un Mario Girard arrive dans une organisation puis qui commence à appliquer son style puis qui commence à mobiliser, ça doit déranger des habitudes, ça, des fois? Oui, c'est sûr qu'il faut que tu... Oui, ça dérange. La réponse courte, c'est oui, ça dérange. Ça dérange un peu, ça bouscule un peu, il faut que les gens embarquent, il faut que les gens aiment ça. C'est sûr que c'est dur de ne pas être un peu passionné
quand tu es avec un Mario qui est tout le temps passionné, là, tout le temps intense, un peu. Contagieux, contagieux. Des fois, on mélange intense puis passion. Hein? Okay. Des fois, je sais la différence. C'est que j'aime mieux dire passionné, mais des fois, c'est de l'intensité. Tu sais. Fait que je sais, mais ça prend des gens qui aiment ça, vivre dans un environnement comme ça, parce que ça marche pas autrement dit. Donc, le respect des valeurs, la passion, la culture, toujours un peu à fond. Je suis très perfectionniste, je le sais. Je suis très exigeant, je le sais. Les gens autour de moi, ils le savent. Je veux toujours que tout soit impeccable, parfait. Mais on pardonne quand même. C'est pas, tu sais, on ne peut pas toujours faire les mêmes erreurs, mais tu sais, bon, on s'explique, on se parle, on dialogue. Ça, c'est important, ça. Ah, on est-tu rendu à la 6e erreur? Je sais pas, mais il y en a une qu'il ne faut pas oublier. La dernière, si on ne l'a pas, je vais vous la donner si on n'a pas le temps. Celle-là est importante. Écoute, on a encore tellement de temps. Ça, on va vraiment bien. Là, parfait, à date, là. Parfait. Celle-là, la plus, je vous dirais, il y a quelques années, là, je commence à être moins jeune, là, je vous l'ai dit tantôt. Il y a 25-30 ans, j'avais assisté à un séminaire. Puis là, je me rappelle du prénom du monsieur, là, mais c'était peu importe. Il s'appelait Guy. Là, j'étais comme un peu nouveau, moi, là. J'étais un nouvel entrepreneur, un petit peu, un jeune entrepreneur. Pas nouveau, parce que j'ai commencé tôt, j'ai commencé à 24 ans. Là. Mais on avait passé 3 jours ensemble. Il y avait toutes sortes d'affaires. Là, je me rappelle des bouts, là, j'étais un peu mêlé, état centré, puis fallait, tu sais, bon, c'était très divers, là. En fait, il nous partageait un peu sa vie d'entrepreneur, puis il nous donnait des outils à lui, ce qui était très généreux. Puis à la fin, il nous avait dit, quelqu'un avait posé une question, qu'est-ce qu'il faut retenir de toute cette fin de semaine-là? Il avait dit, si vous avez une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Il n'existe aucune personne dans votre organisation, intelligence, meilleur vendeur, plus intelligent, plus performant, meilleur programmeur, meilleur tout, meilleur CFO, qui mérite de rester dans une organisation si elle n'a pas une attitude positive. OK? Et ça, là, j'ai envie de dire aujourd'hui, à mon tour, que c'était vraiment un bon conseil. Le meilleur conseil, parce que ça m'est arrivé 2 ou 3 fois. Puis je vais vous donner des exemples de ça, de ne pas respecter ce conseil-là. C'est quoi quelqu'un qui a une attitude négative? C'est quelqu'un qui utilise ses forces un peu pour rabaisser les autres, qui a toujours de la misère un peu à reconnaître le succès des autres, qui, tu sais, il va minimiser le succès des autres, qui va utiliser ses forces pour un petit peu rabaisser les... Tu sais, vous voyez un peu, on tombe un peu dans l'univers des C, des E et F, là. Mais il ne faut jamais... Puis là, j'ai envie de dire, quand on voit, mettons, on va prendre un exemple facile. Le meilleur, et c'est un vrai exemple que j'ai vécu, le meilleur vendeur d'une entreprise. Tu sais, des bons vendeurs, on en connaît, là. Moi, j'avais, dans une certaine vie antérieure, quelqu'un qui battait tout le monde par 4 puis 5 fois en termes de quota de vente. Il était vraiment extraordinaire. Okay? Grand gueule, mais vraiment extraordinaire pour faire des ventes. Mais une attitude négative, épouvantable. Donc, et comme il était le meilleur, il rabaissait tout le monde se sentait un petit peu opprimé, à la limite intimidé. Intimidé, oui. Et ce qu'on oublie de calculer quand on a, justement, je reviens à l'attitude négative, c'est qu'il y a la colonne actif, les actifs, mais on oublie de prendre en considération la colonne des passifs. L'impact indirect ou direct sur le reste de l'organisation. Okay? Et ça, c'est important. Parce que je reviens toujours à l'histoire de la culture organisationnelle, de ci, de ça. C'est tellement démotivant. Puis c'est plus large que juste la simple relation que le patron peut avoir avec sa personne. Tout l'impact que ça a dans l'organisation. Fait que meilleur vendeur, je l'ai gardé parce que je me disais, même mon conseil d'administration disait, hey, wow, il est hot, lui-là. Il faisait tellement de dommages dans l'organisation de façon collatérale. Puis je pourrais vous donner un autre exemple avec quelqu'un qu'on appelait Dieu dans l'organisation. Dieu. Il était tellement, dans une ancienne vie en technologie, là, je suis en train peut-être de trop parler, parce que Dieu, il va peut-être se retrouver, mais il était tellement exceptionnel en termes de programmation mais il y avait aussi ce grand problème-là d'attitude extrêmement négative, condescendante, rabaisse les autres, jamais de succès pour les autres, tu sais, je suis le roi, vous m'appelez Dieu, en plus on l'avait appelé Dieu, tu sais. Quand, dans les deux cas, en fait, dans le deuxième cas, du côté du vendeur, en fait, c'est la même affaire. Pour faire une histoire courte, là, dans les deux cas, lorsque les personnes sont parties, parce qu'on a fini par les remercier, ça a créé un effet exceptionnel, positif dans l'organisation. Dans le cas de Dieu, 7 personnes sont venues me rencontrer pour me dire « Mario, on voulait dire quelque chose. » 7 personnes, encore une fois, là, je reviens à... Tu sais, c'est pas facile pour des jeunes employés de venir rencontrer le grand patron, dire « On veut te rencontrer. » Je les voyais déjà. On voulait dire que là, vraiment, on te croit quand tu nous dis que les valeurs que tu préconises sont importantes. Mais on veut aussi te dire qu'on commençait à avoir des doutes. Là, maintenant que M. X est parti,
on te promet une chose, on va t'en donner 10 fois plus. On n'est pas capable d'être capable de faire ce que Dieu faisait, parce que c'était vraiment un Dieu de telle chose. Ouais. Mais assure-toi, sois assuré d'une chose maintenant, on se sent tellement mieux dans l'organisation, on se sentait tellement intimidé, tellement mal, tellement comme des riens, que là, on a le goût de t'en donner 100 fois plus. Un gros ouf, Dans ça. les deux cas, autant du côté des vendeurs que du côté de l'histoire des technologies, c'est l'impact que ça a eu. Alors, on ne voit pas ça suffisamment sous tous ces angles. Je reviens toujours aux angles morts. Une attitude négative dans une organisation, il n'y a même pas de questions à se poser. Out, out, out. On ne tolère pas ça. On ne doit pas tolérer ça. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que je l'applique tout le temps à 100%, jour 1, quand je vois une attitude négative? Bien, évidemment, tu peux avoir une discussion avant avec la personne puis expliquer ce que tu attends en termes de comportement puis d'attitude positive. Il faut que tu essayes quand même un peu. Mais si ça ne marche pas, là, je reviens à se départir de quelqu'un puis de ne pas perdre de temps puis de ne pas faire ce qui est le plus facile, c'est-à-dire de traîner. Il faut se départir de ça. L'impact est méga majeur dans ça. Ça me fait penser à plein d'analogies dans le sport, évidemment, qu'on peut faire dans des équipes sportives. Quel bel exemple. Mais est-ce qu'on peut transformer cette personne-là? As-tu des exemples où est-ce qu'on peut transformer l'attitude négative et avoir le meilleur des deux mondes? Parce que les gens cheminent, hein, tu sais... Ouf, j'ai envie de te dire là, que quand c'est vraiment négatif, là, c'est... Tu sais, en fait, je reviens à mon fameux livre Top Grading. Là, dans ça, il y a quelque chose de fortement intéressant. Ils mettent une cinquantaine un peu de caractéristiques, tu veux, individuelles, là, compétences, des caractéristiques, puis ils disent dans ça qu'est-ce qui est facile à changer, qu'est-ce qui est plutôt pas facile, mais qui se change, puis qu'est-ce qui est pas changeable. Et dans la colonne des pas changeables, on n'est pas loin de ça. Là. Une attitude qui est fortement négative, parce que là, ça commence à être compliqué. Là. Ça veut dire quelqu'un qui n'a probablement pas confiance en lui, qui travaille un peu à démolir les autres, parce que c'est comme ça sa façon à lui de se rebâtir sa confiance. Fait qu'on est davantage, j'appelle ça des cas de sofa. Là. On va le coucher sur un sofa pendant une couple de mois, une couple d'années. Psychanalyse. Exact. Il faut que ça vienne de lui. Exact. Faut que ça... Et la réponse, c'est ça, Tristan. Ouais. Si vraiment tu sens un véritable « Oh, j'avais jamais réalisé ça, puis tu me fais prendre conscience de quelque chose », mais ça, c'est assez rare qu'on ait ce genre de réaction-là dans ces cas-là. Mais ça se discute, ça peut se partager. Puis je reviens aux fameuses 3 colonnes, là, ça change facilement, sans l'organisation. Je me rappelle de mémoire, ça fait partie de la colonne verte. Là. On peut changer ça assez facilement. Colonne rouge, créativité, ambition. Et là, il y avait ça, cette espèce-là, là, intégrité, respect des gens. Respect des gens, là, si tu ne l'as pas pantoute, puis si tu ne l'as jamais eu, là. Si c'est ma fille qui manque de respect, mais je vais passer les 100 prochaines années de ma vie, 100 prochaines, mettons, les 25, à travailler pour qu'on développe cette... Mais dans une entreprise, tu peux pas... C'est pas comme dans une famille, là. Je reviens au temps. Clock is ticking tout le temps. L'échelle de temps est tellement courte que tu peux pas perdre des mois et des mois et des mois, essayer de changer des choses. Ça marche pas. C'est pas ta responsabilité, de toute façon. C'est pas ta responsabilité. En fait, ta responsabilité, c'est d'aller plus vite puis de gagner du temps. Exact. Fait que c'est l'inverse. Ouais, puis si ça te prend 5 ans qu'un individu se transforme, et pendant ce temps-là, il y a le reste de l'équipe qui sont constamment impactés. Ben, va être tiré vers le fond. Change de job, va-t'en dans une organisation plus de... Tu n'appliques pas ton rôle de leader non plus. Là. Un rôle de leader. Il nous reste 10 minutes, Mario. Il y en a une qui te brûle les lèvres, là. L'erreur des erreurs. Oui, je vous dirais que l'erreur des erreurs, celle-là, la dernière qu'on vient de faire, c'est important. Mais j'ai envie de vous dire partager quelque chose, en fait. C'est quand on avait fait cet exercice-là, moi, je vous rappelle, il y en avait plein d'autres. Oui. Puis évidemment, toute la journée que je passe, je pimente ça de vrais exemples concrets. Oui. On va assez loin, parce qu'on est dans un... Là, évidemment, sur un blog comme ça, sur un podcast comme ça, il faut quand même... Vous avez une auditoire qui est de plus en plus importante. Mondial maintenant. Il faut que je me retienne un peu, là, de ne pas trop aller... Mais dans un contexte de 24 heures, il y a une certaine milieu de confidence, puis de confidentialité, etc. Fait que je vais un petit peu plus loin. Mais à la fin, il m'avait fait une surprise un moment donné, puis il était allé sonder une centaine d'entrepreneurs à qui ils avaient demandé quelles sont les principales erreurs que vous avez faites dans votre carrière. Des gens qui étaient quand même assez à l'école de Beauce, je connaissais un peu. Là. Puis là, il m'avait comme un peu gardé ça en surprise après un des 24 heures que j'avais faites là-bas. Puis 80% des erreurs que j'avais évoquées, en fait, on ne réinvente pas à roue, là.
Je suis pas unique, là. C'est juste que moi, ça me dérange pas d'en parler puis d'être bien candide puis bien transparent. Regarde, je les ai faites. Là, puis je pense que si je peux permettre à des gens de sauver du temps, d'éviter des choses comme ça, tu sais, je suis pas en train de dire... En parlant de nos erreurs, je pense qu'on montre un côté un petit peu plus fragile, vulnérable, que de dire je vais vous dire quoi faire, moi. Non. C'est moi mon style de dire je vais vous dire quoi faire, mais je partage des erreurs dans ce sens-là. Et 80% des entrepreneurs, des fameux, mes principales erreurs, revenaient un peu aux mêmes choses. C'est des dénominateurs communs à tout entrepreneur, toute entreprise. On était vraiment dans la même famille tout le temps, tu sais, tout ça. Il y en avait d'autres qui étaient un peu différentes. Il y avait pas suffisamment maîtrisé, je me rappelle, sans nommer son nom, là, pas suffisamment maîtrisé les éléments financiers d'une organisation. C'est vrai que tous les entrepreneurs ne sont pas nécessairement des experts en finance. Donc, il y avait des choses comme ça, mais fondamentalement, on était beaucoup dans ces affaires-là, le recrutement. En fait, je peux regarder un peu mes 10 erreurs. S'il y en a une autre que je ne pourrais pas vous lancer à la fin, là, peut-être. Là, force et faiblesse, on en a parlé. Peut-être une dernière. Communication. Oui. Communication. En fait, je vais vous lire quelque chose. Ça va être une belle fin, vous allez voir. Sais-tu quoi? J'allais te dire, tu avais de quoi à nous lire. Donc, je suis content. Là, je m'adresse aux premiers dirigeants à qui il ne faut pas oublier que quand un subalterne est avec toi dans ton bureau, puis que tu lui parles, tu communiques avec lui, c'est plus difficile pour le subalterne de dire « Monsieur le patron, ça fait 2 fois que vous l'expliquez, puis je comprends pas ce que vous dites. » Comprenez que c'est dur un peu. Là, il y a comme un... c'est un peu... Il ne faut jamais oublier qu'on a... C'est nous qui avons le fardeau de s'assurer que la communication a été bien comprise. Et il y a une phrase que j'aime toujours, je pense que c'est Georges Bernard Shaw qui avait écrit ça, et je vous la lis rapidement. « Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous croyez comprendre et ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer, mais essayons quand même. Mm-hmm. Alors, quand un patron parle avec... Et ça, là, j'en ai des erreurs que j'ai faites, en fait, qui ont aussi coûté du temps. Parce que tu assumes que ton message était clair, tu es pressé, tu vas dans 2 meetings, tu vas vite. Je le fais encore des fois. Je ne suis pas le meilleur champion du monde là-dedans. Là. Ça va bien faire qu'on en parle aujourd'hui. Je vais arriver au bureau puis je vais remettre ça sur mon bureau. Là. Puis là, probablement qu'il y a des gens qui vont être contents. C'est que, assure-toi, puis moi, j'ai développé une affaire à un moment donné qui s'appelle attente-entente. Oui. OK? Est-ce que mes attentes sont claires? OK? Je m'attends à avoir, mettons, un discours d'à peu près 3 4, 500 mots qui va notamment parler de ça, ça, ça. J'ai besoin de ça pour jeudi matin à 4 heures. As-tu des attentes envers moi? Mon attente, c'est ça. Toi, as-tu des attentes envers moi? Oui, j'ai compris ce que tu veux. Tu le fais répéter souvent, c'est encore mieux. Puis après ça, il dit, oui, j'ai besoin d'avoir 30 minutes avec toi mercredi pour être capable de finaliser tout ça. Parfait, on a une entente, ça va bien. Le fait de faire répéter à la personne un peu, parce que des erreurs de communication, là, je ne l'ai pas mis dans les tops, là, mais c'est quotidien. C'est quotidien, donc, fait que c'est pas une erreur qui, comme, mettons, garder une relation trop longtemps m'a coûté des mois et des mois d'énergie négative. Mais chaque jour, un 5 minutes, un 15 minutes, qui devient 1 heure parce que la personne n'a pas fait la bonne affaire, parce que, puis pour vrai, elle a travaillé, ou pour lui, elle a quand même travaillé 1 heure là-dessus. Oh, c'était pas ça que j'avais compris. Ça, à la fin de l'année, à la fin du film, là, ça fait pas mal de temps. Ça s'additionne. Donc, ça fait aussi des frustrations. Clarifier les attentes avant d'avoir une entente. Et pas oublier que c'est toujours plus facile pour le dirigeant de faire ce travail-là que d'espérer que le subalterne te challenge constamment en disant « Hey, sais-tu que tu parles trop vite, c'est pas compris, il manque d'informations, peux-tu m'en donner un peu plus? » C'est pas facile, ça. Puis c'est la nature humaine, tu sais. Clairement. Alors ça, il faut pas l'oublier. C'est beaucoup de minutes et d'heures qui, à la fin d'une année, font beaucoup de semaines, beaucoup de journées. Tout à fait. Fait que tant mieux que pour toi-même, tu vas repartir avec quelque chose à pratiquer la semaine prochaine. Je suis sûr que mon adjoint va être content, mais que j'arrive au bureau, je vais arriver avec ma feuille et je vais lui montrer. Vraiment inspirant, encore une fois, de t'avoir rencontré, Mario. On va tranquillement conclure là-dessus. Mais premièrement, je voudrais juste aussi reviser que nous, on a eu la chance de faire la visite aujourd'hui parce que tu avais ouvert cette porte-là. On a fait tout le tour du port ce matin là, avec Frédéric et Mélissa. Puis effectivement, à plusieurs reprises dans l'auto, ils mentionnaient depuis que Mario est ici, fait qu'on peut vraiment voir que tu as amené une vision qui est très claire et qui est très mobilisatrice. Oui. Parce que constamment, Frédéric, je suis pas mal sûr que tu ne l'avais pas payé pour nous dire ça. Non, je n'ai pas demandé ça. Je suis content. Depuis, c'est la vision de Mario, la vision qu'il nous a transmise puis qui continue de marteler puis qui nous mobilise autour du citoyen, autour de la reverdir, autour de la biodiversité, en tout cas, plein de trucs, autour de l'efficacité, évidemment, de
de toute la chaîne aussi. Là. Ça nous a permis de voir en arrière de ça l'ampleur de ce que c'est un port qui est, en général, c'est caché de notre vue. À part quelqu'un qui a la chance d'aller sur l'eau, puis que là, t'as comme, OK, c'est tout ça. Mais tantôt, on s'est promené en auto pendant 45 minutes pour visiter ça, là, ici. Là. Fait qu'en tout cas, d'une part, premièrement, merci de nous avoir donné cette opportunité-là. Félicitations pour tous les progrès que, visiblement, sont enclenchés, bien enclenchés, incluant la vision qui semble omniprésente et très mobilisatrice, puis qui se matérialise. On est ici dans un super bel endroit, d'ailleurs, là, qui vient de... Qui est assez... Je ne sais pas combien d'années ça peut avoir, mais en tout cas, c'est... En fait, l'année passée, ça a été ouvert. C'est directement en lien avec la vision. En fait, puisque les gens le voient, là, chez nous, on a décidé, dans notre vision, de mettre en premier plan le citoyen. Pour que le citoyen, reconnaisse que le Port de Québec travaille de façon très respectueuse de ses espaces, en lien avec la communauté. Bref, là, être un port reconnu par les citoyens pour sa gestion responsable du territoire, respect de l'environnement, de la protection de la biodiversité, tout en étant ce qu'on doit être, c'est-à-dire un chef de file mondial dans les chaînes logistiques, parce qu'un port, c'est important. T'sais. Bien sûr. Alors, c'est ça un peu qu'on a mis comme vision. Puis une vision, en fait, c'est juste 10 de la job, d'élaborer une vision, là. Facile d'être président, parce qu'une vision, c'est 10 de la job. Le reste, c'est 90 dans l'action, dans l'exécution. Ouais. Alors, il faut que les gens, pour qu'ils croient une vision... Puis ça, je trouve ça le fun, Tristan, que tu me mentionnes ça, parce que dans combien d'entreprises les employés seraient capables de parler de la vision? Je suis pas sûr. Eh boy! Ouais. Parce qu'il faut qu'ils le voient quotidiennement, dans des gestes concrets, puis qu'ils soient capables de dire, c'est vrai, c'est ça la vision, puis le bonhomme ou la bonne femme en haut, là, il y croit. Faut que ça soit vivant. Faut que ça soit vivant. Vivant. Fait que ça, c'est un bel exemple. T'sais, on est venu dîner ici cette semaine avec les employés pour l'ouverture. Ça s'appelle la Cale. En passant, j'invite tout le monde en passant à venir. On a plein de places comme ça. On a la Cale, qui est merveilleux pour venir se mettre les pieds dans l'eau. On a l'Oasis de l'autre côté, qui est un endroit aussi merveilleux à côté de la marina. On a la baie de Beauport pour aller profiter de la plage là-bas, qui est aussi avec des jeux ludiques, etc. On a plein d'espaces comme ça au Port de Québec pour permettre à la communauté de se réapproprier le fleuve, directement en lien avec la vision. Ouais. Puis on a plein d'autres choses, là, des tables de bon voisinage. On rencontre les citoyens régulièrement pour prendre leurs commentaires. De ça sont issus là, 77 engagements qui viennent directement des citoyens, de par les consultations qu'on a faites. Je vous disais tout à l'heure qu'on était, je peux le dire, on est assez fiers de ça. Le premier port au monde à avoir investir autant dans une équipe de relations citoyennes. Généralement, dans les ports du monde, c'est un petit peu plus des gens qui sont du côté des communications. Donc, en mode un petit peu plus damage control, réaction, etc. Ici, on a pris ça de l'autre côté. On a une équipe de communication qui, lorsqu'il y a des choses à gérer, doivent le faire. Mais on a une équipe extraordinaire en innovation sociale qu'on appelle. Donc, ces gens-là, leur mission à tous les jours, c'est d'innover pour aller de plus en plus dialoguer avec les citoyens, expliquer ce qu'on fait, expliquer ça fait quoi dans le quotidien un port, puis prendre en considération leurs préoccupations, puis prendre leurs suggestions, puis surtout, c'est pareil comme ce qu'on disait tantôt, les réaliser quand c'est possible. Alors, on fait ça. Ça a vraiment changé toute la relation, la dynamique avec la communauté. Évidemment, ça part du conseil d'administration. Moi, j'ai un conseil d'administration qui a embarqué dans ça à 100 %. Donc, c'est vraiment toute une transformation du port qu'on a opéré depuis plusieurs années, puis qui maintenant fait objet de... C'est pratiquement en train de devenir une référence assez intéressante au niveau mondial. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il y avait une douzaine de gens qui étaient ici, de 12 villes portuaires différentes. En fait, les 5 continents étaient ici. Pour parler, venir voir un peu qu'est-ce qu'on avait fait au niveau de la relation avec la communauté, parce que c'est pas toujours évident d'être un port en milieu urbain. Mm-hmm. Mais une fois que les gens comprennent que c'est mieux d'avoir un bateau qui s'en vient porter tes marchandises ici que d'avoir ça par camion qui s'en vient de New York, de faire 1000 km, puis des GES, etc., c'est une question d'éducation. Oui, tout à fait. Alors, on travaille fort là-dessus. Oui. On est bien fiers de nos réalisations. Félicitations. Merci, messieurs. C'était bien agréable. J'espère que ça pourra être utile. Là, encore une fois, la barre était haute, une première mondiale. J'espère. Puis si jamais il y a des gens qui trouvent que c'était pas suffisamment clair, bien, Tristan, Normand, là, vous leur donnerez mon adresse. Ça me fera plaisir. Je suis toujours ouvert pour leur donner partager ce genre d'erreurs-là. Si ça peut aider des gens, ça me fait toujours plaisir. Merci, Mario. Merci beaucoup de ton temps, Mario. Merci. Ouais.